Je vais introduire le dernier orateur avant de passer au témoignage. Donc le prochain orateur, c'est le docteur Sébastien Lobet. Donc je dois vous avouer qu'il y a un bout de temps, hein, Sébastien. 14 ans. 14 ans. Je me suis rendu compte en consultation que s'occuper des complications articulaires, musculaires de ces patients, ce n'est pas mon fort. Je ne suis pas quelqu'un de très technique. Je ne suis pas un bon bricoleur, vraiment pas. Et donc je me suis dit, il me faut pouvoir compter sur quelqu'un qui est un spécialiste des articulations. Pourquoi ? Parce que l'hémophilie, même si c'est une maladie du sang, les conséquences touchent les articulations. Et donc j'ai un jour attrapé Sébastien Lobet, j'ai dit, écoute, peux-tu travailler avec moi ? Et puis l'intérêt a grandi au cours des années. Et Sébastien a véritablement cultivé un intérêt majeur pour l'hémophilie. Ça s'est concrétisé par une thèse de doctorat dans ce domaine. Et je dois vous avouer, il va être discret à ce propos, mais Sébastien Lobet connaît maintenant une très grande notoriété, bien au-delà de la Belgique, même de l'Europe. Je crois qu'il voyage plus que moi, ce qui n'est pas peu dire. Il passe plus de temps dans les avions que moi pour partager son expertise, son expérience. Et donc, je lui ai demandé d'être ici aujourd'hui. Ça vous montre aussi quand même que tout ce qu'on peut faire quand on associe nos compétences, surtout dans le domaine des maladies rares, et que d'autres disciplines, d'autres personnes qui ne sont pas médecins, peuvent véritablement développer une expertise unique. Et ça, je crois que c'est une force de ces maladies, mais c'est aussi une force d'institutions universitaires telles que les cliniques Saint-Luc. Et Sébastien a également bénéficié du soutien de la Fondation Saint-Luc lors de ses séjours à l'étranger, parce qu'il aime bien voyager. Ça, c'est clair. Il aime bien aller se former. Ça, c'est évident. Alors, Sébastien, à toi la parole pour une quinzaine de minutes sur un titre accrocheur, Quand le sang détruit les articulations. Merci Cédric pour cette belle introduction. Avant de commencer cet exposé, je voudrais avant tout encore remercier la firme Bayer pour une simple raison, c'est qu'elle m'a permis il y a 2-3 ans de réaliser en fait un post-doctorat à la KUL. C'est donc Bayer qui m'a financé pendant 2 ans, donc ça je pense que c'est très important, le soutien de Bayer également dans la recherche clinique, parce que sans ça je n'aurais pas pu aller plus loin dans mes études cliniques. La deuxième chose, c'est que je voudrais aussi vous remercier à tous d'être là. C'est très important pour nous, l'équipe d'hématologie des cliniques Saint-Luc, parce que c'est vrai que c'est notre boulot de tous les jours, mais c'est un boulot qui nous prend extrêmement à cœur. On y consacre beaucoup de temps parce que ça nous passionne, parce que les patients nous passionnent également. Je peux sans problème avouer que certains patients ici dans la salle sont devenus plus que des patients, mais réellement des amis. Donc on y consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de nuits parfois, et votre présence ici, c'est un très beau un témoignage en tout cas de notre investissement. Donc on ne va pas revenir sur ce slide, mais l'hémophilie, vous savez que c'est une maladie de la coagulation dont la conséquence première, c'est de donner des gros soucis au niveau des articulations. Ici, vous voyez sur ces photos, ce sont des photos qui ont été prises au Maroc, quand j'étais faire la visite d'un des centres au Maroc, et vous voyez que ces pauvres enfants, ils sont dans un état articulaire déplorable, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès aux facteurs de coagulation comme nous, on a en Belgique. Donc vous voyez que l'hémophilie, c'est très complexe parce que c'est une maladie à plusieurs vitesses. Moi, en tant que kinésithérapeute ou en tant que chercheur, j'ai d'une part la population des patients pédiatriques pour lesquels mon job, c'est d'éventuellement éviter tout problème articulaire chez un enfant qui a un état articulaire qui est tout à fait correct parce qu'il est correctement traité depuis sa naissance. Chez les adultes, c'est d'éviter la progression inéluctable de la maladie, de la ralentir, de soulager le patient. Vous voyez que chez les patients dans les pays en voie de développement, la problématique est tout autre. Alors, l'hémophilie, elle touche essentiellement 3 articulations. Elle touche essentiellement le coude, le genou et la cheville. Pourquoi ces 3 articulations ? Parce que ce sont des articulations en forme de poulie, à l'inverse de la hanche par exemple. Nous y reviendrons par après. Donc ces saignements, dans le cas de l'hémophilie, 90% des saignements affectent le système musculo-squelettique, 80%
les articulations cheville, genou et coude, 10 à 20% des saignements au niveau des muscles que l'on appelle hématomes. Et ces saignements, généralement, on les voit arriver pour la première fois à l'âge de 2 ans, quand l'enfant commence à marcher, évidemment, à tomber également. Alors, petit récapitulatif sur le mécanisme pathogène de l'arthropathie hémophilique. Pourquoi est-ce que le sang détruit l'articulation ? Le premier mécanisme, en fait, c'est une atteinte de la membrane synoviale. La membrane synoviale, c'est un manchon qui entoure les articulations et dont le rôle est de produire du liquide synovial. Le liquide synovial, un peu, c'est l'huile qui va permettre de lubrifier nos articulations. Et quand vous présentez un saignement à l'intérieur de l'articulation, cette membrane synoviale va considérer ce sang comme un corps étranger. Elle va essayer de le recapter. Mais le problème, c'est que le patient hémophile, il saigne énormément dans son genou, par exemple. Donc la membrane synoviale, elle est débordée, elle ne peut pas absorber plus. Et elle va s'enflammer. Et en s'enflammant, elle va libérer toute une série de cellules pro-inflammatoires qui portent un nom assez barbare d'interleukine 1, 6, TNF-alpha. C'est un peu comme dans les maladies rhumatismales. Ces substances pro-inflammatoires vont également agresser le cartilage de l'articulation. Donc le premier mécanisme, c'est un mécanisme parallèle aux maladies rhumatismales, c'est une inflammation de la synoviale qui va attaquer le cartilage et ses chondrocytes. Vous voyez également que cette synoviale, au fur et à mesure du temps, elle va s'engorger de sang. Elle va s'engorger de sang parce qu'elle ne peut plus capter le sang présent dans l'articulation. Ici, vous avez un aspect, une vue arthroscopique, donc on est avec une caméra à l'intérieur de l'articulation. Et vous voyez que cette membrane synoviale, elle est tout à fait brune parce qu'elle est remplie d'hémosidérine, de fer. Et vous comprenez aisément que cette membrane synoviale, dans cet état-là, elle ne peut plus produire ce liquide synovial qui est si important pour l'articulation. Et vous avez l'aspect d'une articulation qui est tuméfiée, qui est gonflée. Cette articulation n'est pas gonflée parce qu'il y a du sang à l'intérieur, mais parce que la membrane synoviale est très épaisse, elle est hypertrophiée, elle n'est plus fonctionnelle. Alors quand vous combinez une articulation, une membrane synoviale qui est hypertrophique avec de l'arthrose, comme ici dans l'articulation de la cheville, vous pouvez imaginer que lorsque le patient fait des mouvements à répétition, des longues marches, il peut pincer cette membrane synoviale dans les ostéophytes. Les ostéophytes, ce sont les morceaux d'os qui poussent et qui sont le résultat de l'arthrose. Si cette membrane synoviale se fait pincer, elle va saigner. Si elle saigne, elle va de nouveau s'hypertrophier. Et c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux de l'arthropathie hémophilique. Le deuxième mécanisme qui agit en parallèle, c'est un effet corrosif du sang lui-même sur le cartilage. C'est comme si vous mettiez du vinaigre sur du marbre, ça va attaquer le marbre. C'est la même chose. Si vous mettez du sang sur du cartilage, il va détruire les chondrocytes, il va détruire le cartilage. Lorsque vous combinez ces deux mécanismes en même temps, vous arrivez à ce qu'on appelle à une superarthrose. Tout le monde a probablement commencé à avoir de l'arthrose ici, mais ici, évidemment, ce n'est pas comparable, parce qu'on peut développer de l'arthrose à partir de 6-7 ans chez un patient hémophile, ce qui est évidemment dramatique. Ici, vous voyez l'évolution d'une arthropathie de genou. Vous voyez que dans les premiers signes, on voit en fait des atteintes microscopiques et macroscopiques uniquement au niveau du cartilage. On voit que la membrane synoviale commence à s'épaissir. Mais ici, vous voyez sur cette radio que le cartilage est toujours présent. Le cartilage, on peut le deviner parce qu'il est radiotransparent. Donc, c'est ce qu'il y a entre le fémur et les tibias. Mais vous voyez que le patient, ici, commence à avoir une petite lésion parce que l'interligne est diminuée. Ici, évidemment, dans le cas d'une arthropathie au stade terminal, il n'y a plus du tout d'interligne et vous avez une articulation qui est complètement détruite. Alors, la deuxième complication, ce sont les hématomes. Les hématomes, ils peuvent être superficiels et souvent, ces hématomes superficiels, ils peuvent être extrêmement impressionnants, surtout chez des enfants. Mais heureusement, ces hématomes superficiels, ne causent pas trop de dégâts. Ils sont juste impressionnants, ils peuvent être douloureux, mais fonctionnellement n'occasionnent pas de dégâts. Ce qui nous embête beaucoup plus, c'est les hématomes profonds, ceux qu'on ne voit pas spécialement, qui n'apparaissent pas en surface et qui sont localisés à l'intérieur du muscle, parce qu'ils sont beaucoup plus volumineux, ils sont extrêmement douloureux, ils engendrent une perte de fonction assez importante et surtout, la grosse complication, c'est qu'ils peuvent comprimer les autres tissus qui se situent à l'intérieur du membre, tels que les nerfs. Ici, ce sont les complications des hématomes. Vous voyez que ces deux patients, à force de saigner dans leur articulation et dans leurs muscles, dans leurs muscles, une fibrose s'est installée
et le patient n'est plus capable d'étendre son coude complètement ou d'étendre son genou complètement. D'une part parce que l'articulation est détruite, mais si l'articulation est détruite, on peut placer éventuellement une prothèse de genou, mais même malgré une prothèse de genou, le patient, généralement, il n'arrive pas à étendre complètement le genou parce que ses muscles sont fibrosés, et donc il y a réellement du tissu cicatriciel dans ces muscles qui est évidemment très difficile à récupérer. La grosse complication que l'on veut éviter, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'éloge. Vous savez que les muscles ils sont entourés par des fascias, ce sont des enveloppes qui sont tout à fait imperméables. Et lorsque vous avez un muscle qui saigne, et ce saignement grossit dans un espace confiné, eh ben, cela peut arriver à une compression, notamment du nerf médian ici, qui peut arriver à une nécrose et évidemment une perte fonctionnelle qui est dramatique. La complication ultime, c'est ce qu'on appelle les pseudotumeurs, qui sont des collections massives de sang et qui, dans certains cas, comme dans ce patient, peut exploser. Vous imaginez la perte de sang chez ce patient, elle peut être critique. Et évidemment, ce patient s'en est sorti, mais il s'en est fallu de peu pour qu'il décède, simplement à cause de la perte de sang perdue spontanément. Alors, pourquoi est-ce que l'importance de la kinésithérapie? La kinésithérapie, c'est très très important. Je vous disais pas parce que je suis kiné, mais parce que ça coûte pas cher comparé au traitement de l'hémophilie. On vient de parler du traitement de l'hémophilie. Imaginez qu'un hémophile adulte de 70-80 kg s'injecte entre 25 et 30 000 euros de facteurs de coagulation par mois, mais que malgré cela, la kinésithérapie ne lui est pas remboursée. En tout cas partiellement, pas complètement. Alors que la kinésithérapie, si elle est établie de manière régulière, va d'une part soulager le patient et va d'autre part limiter considérablement les complications des hématomes. Parce que si vous avez un enfant, un adulte avec des bons muscles, avec des bonnes articulations, la probabilité qu'il saigne, évidemment, va être moindre. Malgré cela, les autorités commencent à le comprendre, mais elle n'est pas entièrement remboursée. À l'inverse du facteur de coagulation qui, lui, reste très très cher. Alors, vous voyez ici des radios d'un patient de 32 ans, son genou gauche et son genou droit. Je pense qu'il ne faut pas être un grand radiologue pour remarquer que le genou droit est complètement atteint et que le genou gauche est parfaitement en bon état. Alors, l'explication est simple. Ce patient, à l'âge de 2-3 ans, a commencé à saigner dans son genou. Un saignement a amené un deuxième, un troisième, un quatrième, et ce patient a présenté une cinquantaine de saignements au cours de sa vie qui ont détruit son articulation. Il n'en a jamais eu un seul du côté gauche. Voilà, ça c'est l'explication de l'hémophilie. Chez ce patient, évidemment, on va devoir mettre une prothèse de genou parce qu'avec un genou dans cet état-là, le patient ne peut plus marcher. Il a un périmètre d'action de 100-200 mètres pour un adulte de 32 ans, ce n'est pas envisageable. Même si on sait que la prothèse va devoir être remplacée dans le futur, le jeu en vaut la chandelle parce que ce patient, après sa prothèse de genou, sa vie a complètement changé. Il était capable de reprendre une activité physique tout à fait normale. Et peu importe s'il doit rechanger son genou dans 15 ou 20 ans, on verra les progrès de la médecine à ce moment-là. Mais il est fort à parier que il y aura beaucoup moins de soucis dans l'avenir. Évidemment, pour cela, il faut un chirurgien orthopédiste qui est expérimenté, qui comprend l'hémophilie, c'est-à-dire qui ne voit pas chez ce patient uniquement un genou droit, mais un patient de 32 ans qui a l'hémophilie, qui a également 2 arthropathies de coude et 2 arthropathies de cheville, et qui trouve le bon moment, les bons mots, le bon moment pour l'opérer et les bons mots pour rassurer le patient. Alors la kinésithérapie, c'est important, même après une prothèse de genou, parce qu'il faut récupérer un maximum de mobilité. Si vous marchez sur une prothèse de genou avec un déficit important d'extension, vous allez augmenter le stress sur la prothèse. Vous allez ainsi limiter son espérance de vie. Idem, la flexion, c'est important, parce que comme vous le voyez sur cette photo, il faut 105 degrés de flexion pour faire du vélo. Il faut environ 65 degrés de flexion pour marcher normalement. Il faut 80 degrés de flexion du genou pour monter les escaliers, il en faut un peu plus pour les descendre. Ce qui veut dire que chaque petite amélioration au niveau de la mobilité va avoir évidemment des conséquences très très importantes pour le patient dans ses activités de tous les jours. Alors si c'est important pour le patient la kiné, c'est important aussi pour le patient de réaliser des activités physiques. Alors chez les enfants, c'est capital. Et vous voyez, c'est une brochure qu'on a réalisée il y a quelques années.
les enfants, ils doivent faire du sport. Avant, évidemment, avant les facteurs de coagulation, ils ne pouvaient pas faire du sport parce que le risque était trop élevé de faire une hémorragie sur une activité physique. Ici, maintenant, il n'est plus à démontrer que le fait de garder des muscles en bonne santé, des bonnes articulations, va permettre de limiter l'occurrence des saignements. Donc l'activité physique est capitale pour les enfants. Alors ce qui est intéressant à voir, c'est que l'agent, notre cible dans tout ce qui est activité physique, c'est le muscle. Le muscle, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'il a un turnover, donc il se remplace de manière incroyable. Regardez votre avant-bras, dans 4-5, vous voyez les muscles bouger, dans 3-4 mois, ce n'est plus du tout le même avant-bras. Votre muscle se régénère de 1 ou 2% tous les jours. Donc il a une plasticité, il permet de s'adapter à toutes les situations. Ici, vous avez la même activité physique. Vous avez ce cycliste qui a vers le haut des muscles qui sont plus adaptés à des exercices d'endurance. Et je pense qu'en bas, on sera d'accord qu'il est plus adapté pour des muscles, pour des activités de puissance et de sprinter sur les Champs-Élysées à la fin du Tour de France. Pourtant, c'est la même personne, ça peut être la même personne. Le muscle est très très intelligent, il a une mémoire. C'est-à-dire qu'il s'adapte à des activités physiques aussi variées. Le problème, c'est qu'il s'adapte également dans le mauvais sens. Et des études scientifiques ont prouvé une corrélation inverse entre la taille des écrans télévisés et la périmétrie des hanches. Ça, c'est tout à fait prouvé scientifiquement. Donc, le muscle est très intelligent, il s'adapte aussi à l'inactivité. Donc, il faut vaincre ça. Alors, les recommandations spécifiques pour les enfants, c'est qu'il faut choisir ensemble avec eux un sport adapté. Un sport adapté, évidemment, on va éviter les sports de contact, mais on va surtout tenir compte de leur état articulaire. On ne va pas interdire à un enfant de jouer au football à l'école, c'est totalement impossible. Par contre, on va essayer de lui conseiller de ne pas faire du football en club avec des notions de compétition, parce que là, c'est quelque chose qui est trop traumatique pour ses chevilles. Même chez les personnes non hémophiles, la proportion, l'incidence des arthroses de cheville dans le football est importante. Alors, on ne va pas les proposer ça comme activité chez un enfant qui a déjà un souci. Il faut également minimiser les saignements en lui proposant éventuellement le port de protection. Il faut surtout évaluer les conséquences éventuelles d'un saignement. Le hockey, c'est un sport qui est magnifique. Dans les règles, il ne peut pas y avoir de contact. Mais moi, ce que je dis toujours, qu'est-ce qui se passe en cas de contact? En cas de contact, les conséquences pour un enfant peuvent être dramatiques. S'il reçoit un stick, une balle dans la tête, il peut faire une hémorragie du cerveau. C'est donc capital de comprendre également les règles du jeu. Et pour les adultes, je dirais que si pour les enfants l'activité physique est importante, pour les adultes, elle l'est encore plus. Je vais vous parler maintenant de la notion d'exercise medicine. Qu'est-ce que c'est que l'exercise medicine? La médecine par le sport, c'est c'est une notion que vous connaissez depuis des années. Si vous avez la malchance de faire un accident cardiaque avec un pontage, une chirurgie, après votre rééducation, vous allez faire du vélo, on va réentraîner votre pompe cardiaque. C'est ça l'exercice de médecine, c'est-à-dire, c'est pas simplement dire au patient vous devez faire du sport ou une activité physique, c'est d'utiliser l'activité physique comme traitement, c'est-à-dire qu'il est diagnostiqué, c'est-à-dire qu'il est prescrit par un médecin et qu'il est contrôlé par un coach, par un kinésithérapeute qui connaît d'une part la maladie et d'autre part l'activité physique. Alors, dans le domaine circulatoire et cardiaque, c'est connu depuis des années, mais regardez maintenant toutes les évidences au sein de la littérature, notamment dans le cas du diabète de type 2, dans le cas de l'ostéoporose, dans le cas des anxiétés, des troubles psychotiques, et surtout dans le cas du cancer. On sait que l'activité physique permet de diminuer les conséquences des chimiothérapies de manière prodigieuse, permet de diminuer la fatigue chronique, et c'est probablement, là j'utilise le mot médication, c'est la médication la plus efficace, en tout cas dans le traitement, en tout cas des conséquences néfastes du cancer. Je la considère donc réellement comme le remède miracle, et mon but ici c'est de dire pourquoi pas l'utiliser dans le cas de l'hémophilie. Dans le cas de l'hémophilie, quelles sont les causes de la perte de masse musculaire chez le patient hémophile? Elles sont multiples. C'est d'une part l'atteinte articulaire. Ici, vous voyez un patient avec une arthropathie. Regardez la fonte de son quadriceps comparé à l'autre côté. Si vous allez faire du ski et vous rompez le ligament croisé antérieur, si vous êtes immobilisé pendant 2 semaines, en 2 semaines, vous diminuez de 10% la section de votre quadriceps. Vous diminuez la force de 20% seulement en 2 semaines. Imaginez chez un patient hémophile qui souffre d'arthropathie depuis des années.
Il y a un phénomène qui est très important également, c'est le phénomène de sarcopénie. Malheureusement, à partir de 50 ans, tout le monde ici dans cette salle va perdre chaque année 1% de sa masse musculaire. C'est inéluctable. Donc il faut essayer de vaincre ça. Il faut vaincre ça parce que ça s'additionne en plus aux autres comorbidités de l'hémophilie, le diabète, parce qu'on a beaucoup de patients qui deviennent malheureusement obèses à cause du manque d'activité, mais également le HIV qui peut donner des gros soucis. Regardez simplement ici, ça c'est la proportion de masse grasse et de masse musculaire. Vous voyez qu'avec les années, à partir de 50 ans, la masse musculaire diminue. Ici vous avez une photo d'une IRM de deux patients qui ont le même body mass index, l'index de masse corporelle, un patient de 25 ans, un patient de 63 ans. Vous voyez que la masse grasse est beaucoup plus importante parce qu'elle a remplacé le muscle. C'est le phénomène de sarcopénie. Alors, la recette magique, si vous êtes un hématologue dans la salle, si vous avez un patient avec une anémie, vous allez lui donner du fer, de l'acide folique, de la vitamine B12. Si vous voulez courir un marathon, qu'est-ce que vous devez donner à votre muscle? Des glucides, sinon ça ne va pas aller, vous allez vous effondrer après 20 km. Dans le cas de perte de masse musculaire, notamment chez un hémophile, il y a deux choses à faire. C'est d'une part donner les briques du muscle, c'est-à-dire les protéines. Il faut manger des protéines, il faut manger beaucoup plus de protéines que ce que l'on fait actuellement. Et deuxième chose, il faut faire de l'activité physique. De l'activité physique parce que la contraction musculaire en fait va stimuler l'anabolisme musculaire. Regardez, qu'est-ce qu'il faut faire comme exercice physique pour prendre de la masse musculaire? Il faut tout faire. Il faut faire ses courses, il faut bêcher, il faut faire de la musculation, il faut des contractions musculaires. Et regardez dans cette étude, le FSR c'est simplement la synthèse de protéines dans le corps, chez les jeunes, chez les personnes les plus âgées. Un patient qui a fait un exercice physique au préalable va augmenter sa synthèse protéique de l'ordre de 20 à 30%. C'est réellement ce qu'on appelle un trigger, c'est comme une allumette, c'est ce qui va permettre vraiment de booster la prise de masse musculaire, c'est très important pour nos patients. Alors on peut réaliser ces séances de sport en séances de groupe, et ces séances de groupe, elles doivent comprendre plusieurs choses. D'une part, des séances aérobie qui vont permettre d'entraîner la pompe cardiaque, qui vont permettre de perdre de la masse grasse, qui vont permettre aux patients de perdre du poids, mais également des contractions musculaires qui vont synthétiser les protéines et également des exercices de stretching parce qu'il faut garder une bonne amplitude musculaire. Alors comment est-ce qu'on fait pour évaluer de manière objective ensuite l'état des articulations? On peut le faire soit avec de la radiographie, mais la radiographie, vous l'avez vu, c'est inutile chez les enfants parce que les premiers signes de l'arthropathie touchent les tissus mous, la synoviale. Et la synoviale, on ne la voit pas à la radio. Donc on va utiliser l'échographie ou le mieux encore, c'est la résonance magnétique. C'est le plus précis, mais ça coûte très cher. C'est pas évident à faire chez un enfant de moins de 7 ans. Il faut l'endormir, donc c'est pas évident. On garde ça pour des cas ponctuels. On peut également réaliser un examen clinique régulier, fait par le kiné, c'est très important, mais c'est dans certains cas pas aussi précis que la résonance magnétique, mais ça peut être un excellent complément. Alors ce que l'on fait maintenant depuis des années, je vais terminer mon exposé par cela, c'est d'essayer de trouver des nouvelles manières d'évaluer la fonction articulaire et musculaire de nos patients. Depuis des années, c'était le sujet de ma thèse de doctorat dont le professeur Hermans a été promoteur, c'était de réaliser des analyses de la marche en 3 dimensions. Vous voyez qu'on met tous des petits capteurs réfléchissant sur le corps du patient et on va lui demander de marcher sur un tapis roulant. Et vous voyez qu'on va pouvoir reconstituer en 3 dimensions la marche du patient. C'est très important parce que quand vous évaluez de manière classique une articulation, votre patient est couché sur une table, vous mesurez par exemple 90 ou 100 degrés de mobilité du genou, le problème c'est que le patient il n'appuie pas sur son genou, il n'a pas mal. Ici, si vous demandez à votre patient de marcher, l'impact de la douleur sur l'arthrose, évidemment, va être pris en compte. Alors, ce que l'on a remarqué, notamment au cours de ces études, c'est qu'ici, on a fait une sommation des amplitudes articulaires au niveau de la hanche, du genou et la cheville. On a sommé ces 3 articulations pour les 2 membres, simple addition arithmétique, et on a mesuré d'autre part le coût métabolique, c'est-à-dire l'oxygène consommé par unité de distance. Si vous consommez beaucoup par unité de distance, c'est-à-dire que votre marche est très très difficile, c'est très compliqué. C'est comme si vous portiez un sac à dos de 30 kg sur le dos. On a remarqué qu'au plus vous avez de la mobilité articulaire, au moins votre coût métabolique est important. Donc au plus votre marche est aisée. Donc l'amplitude articulaire est vraiment cruciale pour le patient, pour
pour éviter une pénibilité trop importante à la marche. Le dernier projet que j'ai en cours depuis près de 3 ans et qui était rendu possible notamment grâce à Bayer, c'est qu'on s'est concentré sur une articulation et uniquement dans la population pédiatrique, sur l'articulation de la cheville. Parce que l'articulation de la cheville, moi je l'appelle le mauvais étudiant. Le mauvais étudiant parce que les enfants continuent à saigner dans leur cheville malgré une prophylaxie, malgré un traitement qui est bien conduit. Et même si ce n'est pas comparable aux arthropathies qu'on a pu voir chez les patients adultes, ce sont des arthropathies quand même qui vont évoluer vers une arthrose à l'âge adulte. Donc regardez ici, ça c'est une IRM de 2 patients, sa cheville gauche et sa cheville droite. Vous voyez qu'ici, il n'y a aucun souci, l'articulation est bien lisse, hein, le cartilage est bien présent. Vous voyez que de l'autre côté, on voit une géode, donc il a un trou dans son talus. Il y a également une hypertrophie, vous voyez le gros paquet noir que l'on voit ici, c'est l'hypertrophie de synoviale, c'est la synoviale qui est chargée de sang, d'hémosidérine. Et donc ce patient qui a 9 ou 10 ans a déjà une articulation dans un état dramatique. Alors ce que l'on fait, c'est qu'on fait de l'analyse de la marche aussi depuis 2-3 ans, mais beaucoup plus poussée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des capteurs disséminés sur tout le corps, on va uniquement les concentrer sur l'articulation du pied, parce que l'articulation du pied, c'est un cauchemar au niveau de la biomécanique. Hein. Si on considère la cheville uniquement comme une poulie, c'est une erreur. On sous-estime beaucoup de choses, parce qu'il y a 26 os, il y a 16 articulations. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a concentré tous ces facteurs, tous ces marqueurs sur le pied, et ça nous permet de saucissonner l'articulation du pied en plusieurs éléments, ce qui nous donne évidemment un aperçu beaucoup plus précis, en tout cas de la marche du patient. Ça, c'est ce qu'on réalise pour le moment à l'université, à la KUL, conjointement avec le service de médecine physique des cliniques Saint-Luc. Alors le futur, c'est on a évalué notamment la cinétique, on va également évaluer les conséquences à la marche au niveau du recrutement musculaire, des pressions plantaires, également au niveau de la force. Mes parents ici présents dans la salle reconnaîtront leur petit-fils qui a servi de modèle pour la photo, qui j'espère va se retrouver dans une publication internationale. Voilà. Et également l'influence des arthropathies de cheville sur la posture, la proprioception, l'équilibre. C'est vraiment un défi. C'est d'essayer de pouvoir déterminer les premiers signes de l'arthropathie, tout simplement pour pouvoir agir au plus vite. Notre but chez les enfants, c'est d'être le plus proactif possible, c'est d'essayer de les mettre le plus vite possible sur traitement, mais pas de manière automatique, vraiment quand ils le nécessitent. Et ça passe par évidemment une évaluation